Donc la prochaine présentation est faite par Grégory Beau. On change complètement de thématique et elle s'intitule Modulation de l'absorption intestinale postprandiale du glucose après Roux-en-Y et gastric bypass chez le Minipor. C'est un travail qui vient de Lille et qui est un des nombreux travaux actuellement faits sur le diabète et la chirurgie de l'obésité, je dirais. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs les académiciens, je tenais à vous remercier l'Académie nationale de médecine, l'Académie de chirurgie, de nous donner l'opportunité de présenter mes travaux de recherche qui se sont intégrés dans le cadre d'un master, puis d'une thèse de doctorat, et qui portent sur la modulation de l'absorption intestinale du glucose après gastric bypass chez le Minipor. Ces travaux de recherche ont été réalisés à Lille, dans le laboratoire INSERM 1190 dirigé par le professeur Platon, en collaboration avec le service de chirurgie générale et endocrinienne, également sous la direction du professeur Platon. L'obésité et le diabète de type 2 sont deux enjeux majeurs de santé publique. Comme vous savez, l'incidence pour ces deux pathologies ne cesse d'augmenter, avec des chiffres qui sont assez alarmants, puisqu'on estime qu'à peu près 40% de la population serait en surpoids et 8% de la population mondiale diabétique de type 2, avec encore des projections assez pessimistes, puisqu'on estime qu'en d'ici 2030, cette incidence sera multipliée par 3, et on estime qu'à peu près 30% de la population aux États-Unis sera diabétique en 2050. Donc face à ces deux épidémies, l'obésité et le diabète de type 2, à l'heure actuelle, la chirurgie est devenue le traitement le plus efficace au long cours, permettant une perte de poids significative. Et également, la chirurgie a montré qu'elle était efficace dans l'amélioration des comorbidités associées à l'obésité. Vous avez ici le chiffre d'un certain nombre de décès contrôlés randomisés qui ont montré une réduction significative de la HbA1c de 2 points, donc qui était bien mieux que le traitement médical bien conduit de 0,5 points, avec en gros à 1 ou 2 ans une hémoglobine glyquée qui descend jusqu'à 6%, et ce indépendamment de l'HbA1c initial. Donc à l'heure actuelle en France, il y a 3 interventions chirurgicales qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé, que sont l'anogastrie, la gastrectomie et le gastric bypass, que vous avez ici représenté. Et le gastric bypass reste l'intervention chirurgicale la plus efficace en termes de perte de poids, mais également en termes d'amélioration des comorbidités, comme ici montré dans ce tableau. On estime qu'à peu près au bout de 2 ans, 80% des patients opérés diabétiques seront en rémission du diabète. C'est un effet qui est très rapide après la chirurgie, comme vous pouvez le voir sur la courbe du bas, puisque la glycémie s'effondre et les besoins en insuline diminuent également drastiquement dans les jours qui suivent la chirurgie. Donc en quoi consiste le gastric bypass? C'est une intervention chirurgicale qu'on fait par laparoscopie actuellement, qui va consister à séparer l'estomac et créer une petite poche. Puis on va ensuite couper le jéjunum proximal à environ 50 cm de l'angle de thorax, et on va réascensionner l'intestin pour faire une anastomose gastro-jéjunale, et ensuite rétablir la continuité digestive 1,50 m plus bas. Voilà. Donc après gastric bypass, on va décrire 3 types d'anses. Une anse alimentaire, donc elle va passer les aliments. Une anse biliaire, qui va permettre de conduire les sécrétions gastro-intestinales, et le tout va se rassembler au niveau de ce qu'on appelle l'anse commune. Donc les nutriments vont rencontrer les sécrétions gastro-intestinales. Alors comment expliquer ces effets métaboliques du gastric bypass? Malheureusement, il n'y a pas un seul mécanisme qui permet de tout expliquer, il n'y a pas un acteur qui permet également de tout expliquer, mais c'est un certain nombre de mécanismes intriqués qui vont mettre en jeu le foie, le cerveau, le pancréas, l'intestin et pas mal de médiateurs, que ce soit des médiateurs hormonaux comme le GLP1 ou des circuits neuronaux. Ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que ces mécanismes finalement sont indépendants de la perte de poids et surviennent très précocement, juste après, dans les jours qui suivent l'intervention. Donc vous avez ici sur cette courbe figuré donc les glycémies capillaires d'un patient opéré de CHU10, des patients diabétiques de type 2, opérés soit d'une sleeve ou d'un gastric bypass.
Donc vous pouvez voir qu'après, dans les premières heures qui suivent la chirurgie, du fait de la restriction alimentaire provoquée par la chirurgie, vous voyez que la glycémie capillaire chute brutalement. Et après, quand on réintroduit l'alimentation, là, figuré par les petits besoins, vous pouvez voir que les patients qui ont le slip, pouf, leur glycémie postprandiale augmente, alors que chez les patients opérés de la glycémie bypass, cette glycémie reste stable. Donc, en gros, le gastric bypass semble modifier le phénotype postprandial du glucose. Donc, comment expliquer cela? Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites chez le rongeur, donc le rat ou la souris, qui ont pu montrer qu'après gastric bypass, il semblerait que le glucose soit moins absorbé après ce montage chirurgical. Cependant, il y a très peu d'études qui ont été réalisées chez le grand mammifère et également chez l'homme qui ont permis de confirmer cette diminution de l'absorption. Donc pour cela, nous avons donc au sein du laboratoire développé un modèle de gastric bypass chez le grand mammifère. Donc on a choisi le lumiport de type Göttingen et donc on a mis en place en point une technique chirurgicale qui était proche de celle réalisée chez l'homme, avec ici, vous pouvez voir l'anastomose gastro-jéjunale. Donc l'idée c'était des lumipores qui étaient non obèses, non diabétiques, parce qu'on n'a pas encore de modèle pathologique, c'est en cours de développement. Et l'idée c'était de montrer que ce modèle, et dans une première étude on a montré que ce modèle était reproductible, et également reproduisait également les modifications hormonales rencontrées chez l'homme, notamment ici, par une élévation du GLP-1. Le GLP-1 c'est une hormone qui est sécrétée par l'intestin et qui va venir stimuler la sécrétion d'insuline par le pancréas. Donc cette augmentation qui a été également retrouvée chez les sujets obèses et diabétiques après chirurgie. On s'était également intéressé aux acides biliaires qui ont un rôle dans l'amélioration de l'homéostasie glucidique après gastric bypass. Et donc on a comparé les différentes espèces d'acides biliaires chez l'homme, le cochon et le rat. Et vous pouvez voir qu'en préopératoire, le profil des acides biliaires entre le cochon et l'homme sont très proches, alors qu'ils sont bien différents chez le rat. Et cette augmentation est également confirmée chez le modèle de gastric bypass avec cette élévation notamment des acides biliaires. Donc là l'idée c'était de mettre au point un modèle et de confirmer que les modifications hormonales ou rencontrées chez l'homme se retrouvent dans ce modèle porcin. Donc ensuite l'objectif de nos travaux c'était vraiment d'essayer de préciser le rôle des différents segments intestinaux, anse alimentaire, anse biliaire, anse commune, sur l'absorption de glucose, la sécrétion d'insuline et GLP-1 après gastric bypass chez notre modèle de lumipore non obèse et diabétique. Donc pour cela, on a opéré les lumipores. Ici, dans cette expérience, il y en avait 5. Et l'idée, c'était d'essayer de décomposer le passage des aliments. Donc pour cela, on a fait, un mois après l'intervention chirurgicale, par la parotomie, des épreuves de clampage qui consistaient à mettre en place un clamp au niveau de l'anse alimentaire, juste au-dessus de l'anse commune de l'anastomose gastro-jéjunale. Pendant ces expériences, on a fait passer un repas directement dans l'anse alimentaire, dans la sonde gastrique, et on a monitoré l'évolution des concentrations de glucose, d'insuline et de GLP-1 dans le sang, lorsque le repas était dans l'anse alimentaire, en rouge, puis après retrait du clan, dans l'anse commune, en bleu. Comme vous pouvez voir sur ces courbes, lorsque le glucose était confiné dans l'anse alimentaire, la glycémie s'élevait très faiblement. Il n'y avait pas d'augmentation de la concentration d'insuline ni de la concentration de GLP-1. Lorsqu'on retirait le camp, là, la glycémie s'élevait, associée à une augmentation des concentrations d'insuline et également des concentrations de GLP-1. Donc dans ces expériences, ce qu'on comprend, c'est que le glucose, finalement, nous semble être plus absorbé dans la partie proximale, dans cette anse alimentaire. Donc on a essayé d'expliquer, de comprendre pourquoi le glucose n'est plus absorbé. Donc ça, on est revenu à la physiologie de l'absorption de l'intestin, en s'intéressant particulièrement au transporteur du glucose. Le principal transporteur, c'est SGLT1, qui est un cotransporteur actif, sodium-glucose, qui va faire, à l'aide de 2 molécules de sodium, va faire rentrer une molécule de glucose, qui va ensuite passer dans le sang grâce à une diffusion facilitée par GLUT2. Donc pour expliquer ce défaut d'absorption, c'est poser la question, est-ce que finalement c'est un défaut d'expression des transporteurs au glucose au niveau de l'intestin? Et donc on a étudié l'expression de ces transporteurs par RT-PCR au niveau des différents segments intestinaux, et on a pu montrer que finalement SGLT1 restait exprimé au niveau de l'entérocyte. Donc ça ne venait pas d'un défaut d'expression du transporteur. En parallèle de nos travaux, il y a eu aussi d'autres études qui ont été réalisées chez rongeurs qui ont montré que finalement on arrivait à reproduire le même phénotype postprandial du glucose en dérivant directement la bile dans la partie distale de l'intestin par l'aide de petits cathéters.
placé dans le foie, on arrivait finalement à diminuer l'excursion postprandiale du glucose. Donc on a mis l'hypothèse que c'était peut-être ce défaut de bile au niveau de l'anse alimentaire qui pouvait expliquer ce défaut d'absorption. Donc on a réalisé de nouvelles expériences, pareil, 4 millipores, un mois après le gastric bypass, on a injecté du glucose et du xylose. Alors le xylose c'est un pentose qui est très peu métabolisé, dont la concentration reflète l'absorption. Donc on a injecté le glucose et le xylose dans l'anse alimentaire, et là comme vous pouvez voir, comme les expériences précédentes, il n'y avait pas d'élévation de la glycémie et quasiment pas d'élévation de la concentration de xylose. Ensuite on a prélevé de la bile directement dans la vésicule biliaire que l'on a injecté dans l'anse alimentaire, et le fait d'injecter de la bile directement dans l'anse alimentaire restaurait l'absorption. Ensuite on s'est demandé si cet effet de la bile était médié par la SGLT1, donc on a réalisé la même expérience, mais cette fois-ci avec un inhibiteur de la SGLT1. Et lorsqu'on ajoutait donc cet inhibiteur, vous pouvez voir sur les courbes en rouge qu'il n'y avait plus d'absorption. Donc de ces expériences, nous avons pu conclure que finalement la bile restaure l'absorption du glucose dans l'anse alimentaire, et que cette action est médiée par ce cotransporteur sodium-glucose. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la bile qui peut permettre d'expliquer cette absorption? Donc là, comme je vous l'ai expliqué, on est revenu également à la physiologie, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit donc d'un cotransporteur sodium-glucose, donc on s'est demandé est-ce que c'est pas le sel qui est apporté par les sécrétions gastro-intestinales à l'état physiologique, finalement qui ne s'y retrouve plus du fait de la dérivation gastrique, gastro-duodénale. Donc on a mesuré le contenu en sel dans les différents segments intestinaux, donc dans l'anse alimentaire, l'anse biliaire, l'anse commune, et comme vous pouvez le voir, le contenu en sel était drastiquement diminué dans l'anse alimentaire par rapport à l'anse biliaire et l'anse commune. Donc ensuite, pour montrer que c'était le sel finalement qui était responsable de ce défaut de sel qui était responsable de ce défaut d'absorption, nous avons renouvelé nos expériences en injectant du xylose et du glucose dans l'anse alimentaire, et cette fois-ci pas de la bile, mais du sel, et nous avons pu observer qu'effectivement le fait de rajouter du sel restaurait l'absorption des sucres. Enfin, nous avons voulu confirmer nos résultats chez les mini-pores à l'état vigile en faisant cette fois-ci des repas tests, un mois après gastric bypass, donc c'est un repas test qu'on fait en pratique clinique, avec un repas test standard et un repas test auquel on avait ajouté du sel. Et comme vous pouvez le voir, le fait de rajouter du sel à un repas restaure l'absorption, augmente l'excursion glycémique postprandiale chez notre modèle porcin. Enfin, donc on a voulu effectivement confirmer ce défaut d'absorption, donc on a réalisé pareil les repas tests chez l'homme, et comme vous pouvez le voir, chez l'homme, on observe également une diminution de l'absorption du xylose qui se traduit par une diminution de l'excursion glycémique postprandiale, une diminution de la sécrétion d'insuline et de GLP-1. Donc grâce à ces travaux de recherche, nous avons pu montrer que finalement le glucose, les sucres ne sont plus absorbés dans la partie proximale, l'anse alimentaire de l'intestin après gastric bypass, que le sucre est absorbé que dans la partie distale, donc l'anse commune, où les sécrétions biliaires vont rencontrer le fond des nutriments et permettre ainsi l'absorption des sucres. Donc là, ces travaux se poursuivent. On essaie actuellement de préciser le rôle de l'anse biliaire avec un nouveau modèle de gastric bypass, cette fois-ci en oméga, afin de déterminer finalement l'importance de l'organe de l'anse biliaire sur les effets métaboliques. Bien évidemment, là je vous ai présenté un modèle de gastric bypass chez un mini-porc non obèse, non diabétique. Donc là, on est en train de développer également un modèle pathologique de porc obèse et diabétique, métabolique, sous la direction du docteur Thomas Hubert, vétérinaire dans le laboratoire. Et les résultats donc, sur les lances alimentaires nous a permis de déposer un PHRC qui a été accepté. L'idée finalement, ça sera de comparer trois types de gastric bypass, un gastric bypass standard, un gastric bypass avec une longue lance alimentaire et un gastric bypass avec une longue lance biliaire, afin de personnaliser au mieux le montage chirurgical en fonction du statut diabétique ou non. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Grégory. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, Jacques Fiol, j'ai été très intéressé par vos travaux qui confirment l'importance des études cliniques et complémentaires faites dans le service du professeur Patou. Vous avez mis en évidence un mécanisme pouvant expliquer l'amélioration du diabète après ces interventions de Rouen Y. La question que je voulais vous poser concerne le rôle de l'exclusion duodénale qui a été mis en évidence dans les
ce type d'intervention et qui avait d'ailleurs donné lieu, je crois que ce n'est pas actuellement poursuivi, à la mise en place de prothèses duodénales pour essayer de reproduire avec un acte beaucoup moins traumatisant que la chirurgie l'efficacité sur le poids et surtout sur le diabète. Alors ma question c'est ceci. Or, en ce qui concerne l'exclusion duodénale, on avait évoqué l'hypothèse qu'il y ait disons des hormones sécrétées par le duodénum qui auraient un effet inhibiteur sur le GLP1. Donc ça c'est ma première question. Puis bien entendu on pourrait disserter sur l'intérêt de la chirurgie métabolique dans le diabète, mais ce serait certainement trop long, bien que ce soit fort intéressant. Je me limiterai donc à des questions concernant la cible physiopathologique que vous avez développée à travers un des mécanismes possibles. Alors tout à fait, il y a eu différentes techniques endoscopiques qui avaient été mises en place et qui consistaient à l'aide d'une chaussette d'exclure le duodénum et le jejunum proximal et de reproduire ainsi l'effet du gastric bypass en séparant les nutriments d'un côté qui passent à l'intérieur de la chaussette, les sécrétions biliaires. Il y a ce dispositif finalement avec des effets indésirables et qui a été retiré du marché, mais il y a de nouveaux dispositifs qui sont probablement voir le jour. Là, c'est la théorie que vous citez, c'est la théorie Globino, effectivement la théorie de l'intestin proximal, où finalement le globinome sécréterait des protéines diabétogènes et qui finalement le fait de chanter permettrait justement de revenir en arrière. Donc nous on n'a vraiment pas étudié ce genre de d'éléments, c'est vraiment attaché à l'absorption intestinale du glucose, en montrant ce mécanisme finalement que le glucose est plus absorbé dans cette partie proximale de l'intestin anastomosé, etc. Mais on n'a pas étudié précisément effectivement les théories sur l'exclusion du duodénal et ces facteurs de phytogène. Monsieur Sassard. Merci pour cette intéressante communication. Je vais vous demander sur quelle base vous étiez en train de développer votre modèle de porc obèse et diabétique, s'il vous plaît. On reste sur des modèles mini-porcs de type Göttingen, adultes. Enfin, on comprend à l'âge adulte, mais jeune, chez qui on va essayer d'associer un régime diabétogène et on essaie en réduisant également par chirurgie le pancréas fonctionnel. Et vous n'avez jamais, par exemple, observé qu'il y avait des variantes, des souches de porc qui sont plus ou moins sensibles à ce genre de pratique? Il y a des porcs, mais on ne les a pas à disposition. Il y a des porcs aux abos, par exemple, c'est des porcs qui sont effectivement métaboliques et qui existent, mais qu'on n'a pas à disposition. Et voilà, c'est pour ça qu'on essaie de faire d'autres modèles complexes. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez eu l'opportunité d'étudier l'effet de l'ajout dans l'ambiance, non pas de la bile, mais des acides biliaires, puisqu'il y a, je crois, des interactions entre les acides biliaires et l'expression de SGLP1? Tout à fait. Alors maintenant, on n'a pas pu le faire pour des raisons techniques, on n'a pas pu isoler précisément les acides biliaires. Donc là, on s'est vraiment tenté de rajouter la bile qu'on prélevait directement dans la bile. On n'a pas testé précisément les différentes espèces d'acides biliaires. Alors, il y a une question ici sur le mini-porc est très intéressante. Merci pour l'intérêt, c'est surtout de l'ignorance. Ce mini-porc a un extraordinaire succès. Auriez-vous la gentillesse de le définir? S'agit-il d'une nouvelle espèce d'un génome totalement remanié, d'espèces particulières de pays lointains? Qu'en est-il de ce mini-porc qui manifestement a beaucoup d'avantages, outre le fait qu'il appartient à cette vaste famille animale? Oui, il n'y a pas de modification, c'est une espèce originelle qui existe depuis des années, qu'on a trouvé par exemple dans les pays scandinaves, de type Göttingen. Et c'est ce qu'on utilise, c'est des mini-porcs, c'est quand même, on parle de mini-porcs, mais c'est quand même, ils font 60 kg, hein, donc c'est quand même des cochons nains. C'est des petits adultes en gros. Ouais, on arrive, donc voilà, quand on fait des modèles chez les mammifères, en utilisant le modèle de mini-porc, mais c'est qu'à 60 kg, ils sont adultes. Si on prend un charpentier, ça serait des porcs de 200 kg, donc c'est plus difficile à stabuler.
Donc voilà, donc c'est quand même des petits hommes. Oui, une question encore. Merci, Monsieur le Président. À propos de mini-porc, je vous signale quand même qu'il existe une souche de mini-porc qui a été développée et fixée à l'INRA et qui est disponible commercialement maintenant. Souche française. Je vous prendrai des références, ça m'intéresse. Oui, merci beaucoup pour cette information. Pas de commentaires? Non. Oui, Monsieur le Président. Bon, je connaissais les travaux félicité. Non, je voudrais faire juste et sensibiliser l'Académie de médecine, parce que vous êtes moins sensible que nous. Et je me tourne peut-être vers M. Parodi également. On a fait à l'Académie de médecine une séance sur l'animal en recherche. Et je voudrais quand même peut-être qu'un jour, si l'Académie de médecine prenne une position, vous savez, les lobbies et les fake news concernant l'animal, et je sais, j'en ai parlé avec Patou, ils font très attention, les animaleries doivent protéger. Je veux dire qu'il y a peut-être une réflexion à faire vis-à-vis des grands publics, de dire que ce genre de travaux est absolument indispensable pour faire du progrès. Alors vous savez qu'on va bientôt probablement nous interdire d'avoir des animaux de laboratoire, et je veux juste sensibiliser l'Académie sur ce problème, et encore vous féliciter. Je pense que vous pouvez dire comment est protégée d'ailleurs l'animalerie à Lille. Vous pouvez dire comment est protégée l'animalerie de Lille, enfin protégée, j'en peux pas par la police, mais organisée, tout ça c'est très important, mais c'est un vrai débat. C'est pas le sujet du jour, mais c'est un vrai débat. Pas de commentaires. Est-ce que vous préparez le porc in silico?